Et quand j'insiste sur un paragraphe, essayez de le retenir. D'accord? Oui. Au fur et à mesure, vous pouvez les poser. Donc, dans ce titre-là, on voit qu'il y a deux entités. Il y a les troubles mentaux. Quand je dis troubles mentaux, ça veut dire troubles psychiatriques. Et l'organicité. Vous avez vu que la majorité des cours que vous avez vus jusqu'à ce jour, à chaque fois, comme critère diagnostic de DSM-4 ou DSM-5, il y a il faut toujours éliminer une affection organique ou toxique. Donc, parce que toute la difficulté, elle est dans cette entre l'organicité et les troubles mentaux. Et des fois, les deux pathologies, ils sont intriqués. C'est-à-dire, le malade, il souffre de pathologie organique, mais derrière cette pathologie organique, il y a un trouble mental caché. Et des fois, c'est le vice-versa, c'est-à-dire c'est le contraire. C'est la trouble mentale, c'est-à-dire c'est le délire qui vient révéler une affection psychiatrique cachée. Moi, la dernière fois, j'ai eu dans ma consultation un patient, aucun antécédent psychiatrique. Il vient pour une agressivité, une agitation, irritabilité, tout ça. Et le premier geste que j'ai fait, c'était une glycémie à jeun et il est revenu avec un diabète quand même qui était installé depuis des années. Et puis, il y avait les troubles du caractère qui étaient là et la majorité des médecins, ils sont passés à côté d'un bilan devant tout tableau psychiatrique. Quand je dis tableau psychiatrique, ce n'est pas forcément le délire. Des fois, c'est de l'agressivité, des fois, c'est le changement du caractère, des fois, c'est de l'irritabilité et surtout une altération par rapport à un état antérieur qui est normal. D'accord? Oui. Est-ce que c'est clair? Très bien. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Voilà. Enlever ça. J'ai cliqué sur un truc et je n'arrive pas à l'enlever. Vous arrivez à voir? Oui. Ah, très bien. Parce que j'ai un petit problème ici, mais ce n'est pas grave. Donc, on peut travailler comme ça. Donc, voilà, les troubles en guise d'introduction, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est les troubles mentaux-organiques qui constituent un groupe très hétérogène, avec des tableaux psychiatriques polymorphes. Donc, des fois, vraiment, la pathologie psychiatrique, elle est tellement variée entre psychose, entre troubles anxieux, entre surtout les changements du caractère, le changement de personnalité par rapport à un état antérieur qui était normal. Elle est symptomatique de nombreuses affections médicales. Donc, vous allez vraiment le tour de toutes les affections organiques les plus courantes, entre autres l'hyperthyroïdie, entre autres le diabète, entre autres les traumatismes du crâne. On va vraiment énumérer les pathologies les plus fréquentes au quotidien. C'est ce qu'on voit, nous, en tant que psychiatres, dans nos consultations et nos urgences. Donc, pour repérer ces situations, vraiment, c'est un enjeu diagnostique et thérapeutique et pronostic. Parce que si on fait un retard diagnostique, il y aura un retard thérapeutique et de là, on aura un
pronostic un petit peu sombre, d'accord, par rapport à toutes les autres retards, c'est-à-dire retard diagnostique dit retard thérapeutique et le pronostic deviendra de plus en plus sombre. Donc, les troubles mentaux peuvent soit révéler une affection organique déjà méconnue, c'est-à-dire l'affection organique, elle est là, mais elle vient vraiment à bas bruit. Par exemple, je vous cite le cas du cancer. Combien de troubles mentaux, c'est-à-dire un état dépressif à bas bruit, il évolue là, mais derrière ce tableau psychiatrique qui est la dépression, peut-être il y a derrière surtout du poumon et du pancréas. Donc, certains types de localisation tumorale, elle est spécifique d'une certaine pathologie de l'humeur. Le deuxième cas de figure, c'est on peut avoir, c'est-à-dire les troubles mentaux, survenir au cours d'une affection déjà installée, c'est-à-dire chez quelqu'un qui a déjà un diabète et il va par la suite développer des troubles psychiatriques. Le cas le plus fréquent chez nous en consultation, c'est le cas des épileptiques, c'est-à-dire un épileptique, il a de l'épilepsie à un âge jeune, il est mis sous traitement et puis à un âge adulte ou un petit peu plus tard, il va développer carrément une psychose. C'est ce qu'on appelle les psychoses greffées sur greffe psychotique sur épilepsie. C'est très très fréquent. La majorité des épileptiques, à l'évolution de la maladie organique, on va voir carrément installer des troubles psychiatriques carrément psychotiques. Donc, dans tous les cas, un trouble mental organique risque de poser un problème diagnostique et de prise en charge. Et retenez une chose, ça ne veut pas dire que le malade il est déjà suivi en psychiatrie, il est schizophrène, il n'a pas le droit de faire une affection organique. À n'importe quel moment, il peut faire une pathologie organique. Au contraire, le malade qui est par exemple qui est atteint d'une schizophrénie, et il rapporte très très mal les symptômes, il ressent moins la douleur. Donc c'est à nous d'aller explorer et faire des examens régulièrement. C'est pour ça actuellement la Haute Autorité de Santé, elle a vraiment amélioré la prise en charge des malades mentaux en instaurant des examens systématiques de suivi à 1 mois, 6 mois et à 1 année. D'accord? Donc, quel est l'intérêt de la question, c'est-à-dire l'intérêt de faire ce cours? On a vu que la fréquence des intrications, organicité et troubles mentaux est toujours là, donc la fréquence très très élevée. Donc, on a des fois une urgence diagnostique et thérapeutique, surtout devant une confusion mentale. Et les diagnostics sont multiples. Donc, on peut évoquer tant des étiologies organiques que psychiatriques. Et des fois, c'est tellement intriqué que nous-mêmes, moi-même, on a du mal à faire la part des choses. Et des fois, on fait des tests thérapeutiques chez les malades à qui on a des difficultés à trancher. Donc, et bien sûr, toutes ces pathologies, en psychiatrie, il y a toujours le risque d'incidence médico-légale. C'est-à-dire, chez quelqu'un qui vient, par exemple, de faire une psychose puerpérale, par exemple. Elle vient d'accoucher, elle avait des troubles durant sa grossesse et à la naissance du bébé, c'est-à-dire l'incidence généralement, c'est soit l'infanticide, soit vraiment le passage à l'acte hétéroagressif qui est très, très grave. Donc, c'est pour ça qu'on a principalement 2 risques. Donc, les risques ne sont pas négligeables. Entre autres, on a le premier risque, c'est le risque vital. Par exemple, une confusion mentale, vous l'avez fait le TD et le cours. La confusion mentale, vous l'avez vu dans le psychose aiguë, c'est une urgence médicale par excellence. 99% des étiologies sont organiques et le risque vital est mis en jeu. C'est pour ça qu'on dit que la confusion mentale est une urgence médicale par excellence avec un risque vital très important où il faut réhydrater le patient. La réhydratation, la réhydratation. D'accord? Le deuxième risque, c'est la dangerosité. Pourquoi la dangerosité? Vous savez que la majorité des tableaux psychiatriques, les troubles de l'humeur, même la psychose,
le premier risque, c'est le risque suicidaire. Donc, d'où l'intérêt de prendre en charge, y compris l'organisme qui vient révéler je vous cite par exemple quelqu'un qui vient me voir pour la première fois, un tableau psychiatrique et je fais un bilan thyroïdien. Et je trouve, par exemple, qu'il présente un bilan, par exemple, rénal très perturbé. Et puis, il a vu déjà un néphrologue, il a été mis sous corticoïdes. Donc, la première chose que je vais c'est-à-dire impliquer le tableau d'agitation ou le tableau présenté par le patient, c'est cette corticothérapie. Donc, c'est pour ça que l'INTOIR, il a une place très, très importante dans le domaine de la clinique. Donc, si je fais un bon interrogatoire, je vais peut-être intégrer le tableau psychiatrique à corticoïdes. Mais cela veut dire, le message que je veux vous transmettre, il faut toujours traiter la psychose, c'est-à-dire traiter le tableau psychique en tant que, c'est-à-dire on traite en même temps. Moi, je traite en collaboration avec le néphrologue. Moi, je traite le délire avec des antipsychotiques en collaboration avec le néphrologue. Et lui, bien sûr, il va prendre en considération l'état du patient. Dans certains cas, on fait la psychiatrie de liaison, c'est-à-dire le malade, il est hospitalisé en néphrologie et le psychiatre de liaison, il se déplace au lit du malade pour le voir et réévaluer le risque suicidaire et le risque vital. D'accord? D'accord jusqu'à là, Bourguera? Oui. Vous arrivez à suivre? Oui, professeur. Hein? Très bien. On peut continuer? Oui. Oui. Notre est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non. C'est pour ça que c'est bien le présentiel. On voit les mimiques. C'est important. Là, je ne peux pas voir vos mimiques. Mais c'est le silence. Oui. Oui. Docteur, pour Oui, les je vous corticoïdes, écoute. quel est leur effet? Comment ils entraînent? C'est la toxicité. Il a la femme énergique en autonomie, une activité délirante très riche. Et ça va entraîner un état psychotique aigu. Délire est très riche, polythématique et polymorphe. D'accord? Oui, il y a une question d'hypothyroïdie qui est impliquée dans la dysthyroïdie. On vous écoute, mais on n'est pas fiché. Oui, ça. La majorité des affections organiques qu'on va essayer de détailler une par une, c'est vraiment le cours d'aujourd'hui. On va voir les affections endocriniennes, les affections métaboliques, les traumatismes crâniens, les maladies infectieuses, les épilepsies cérébrales. Qu'est-ce que je n'ai pas mentionné ici? Voilà, le gros des pathologies. Vraiment, c'est qu'on ne peut pas vraiment passer à côté, avoir une bonne sémiologie, une analyse. D'accord? Donc, par contre, le DSM, lui, il parle de
en psychiatrie avec la psychiatrie, elle a beaucoup évolué. Au début, relié à la neurologie. Donc, on parlait de neuropsychiatrie. Après, elle a été détachée de la neurologie. Et après, il y a eu une évolution des concepts. Et au début, on était plus branchés, nous les Algériens, vers la psychiatrie française, c'est-à-dire tout ce qui est classique. Par la suite, la venue du DSM-3 des Américains, on s'est penché sur le DSM. Le DSM dans toutes ses versions. Actuellement, on est arrivé à la version 5. Donc, le troubles mentaux secondaires aux épilepsies, troubles mentaux des tumeurs cérébrales et troubles mentaux associés à une affection dégénérative du cerveau. Quand je dis dégénérative, par exemple, les démences, type Alzheimer, les démences. D'accord? Ça, c'est juste un titre indicatif. Vous allez prendre plusieurs bouquins. C'est la même chose, mais c'est une autre nomination. Donc, la première chose qu'il faut connaître, tout ce qui est organité, c'est les états confusionnels. Les états confusionnels, au début, dans la psychiatrie classique, étaient classés parmi les psychoses aiguës, à côté de la bouffée délirante aiguë. Donc, les états confusionnels, donc, il faut les connaître par cœur parce que c'est une urgence et à ne pas passer à côté. Donc, qui dit tableau de confusion mentale, il est constitué de troubles de la conscience qui peuvent aller de l'obnubilation jusqu'au donc un délire onirique surtout qui est agi, riche en hallucinations visuelles surtout, et la particularité de ces hallucinations visuelles, c'est des animaux terrifiants qui font des passages à l'acte, qui conduisent à des passages à l'acte vraiment soit auto-agressifs, soit hétéro-agressifs. Et la particularité de ces délires oniriques, c'est surtout l'exacerbation de la symptomatologie à la levée, c'est-à-dire au début de la nuit. Donc, c'est pour ça qu'on conseille dans la prise en charge de laisser les lumières allumées le soir et parce que il y a l'exacerbation du tableau le soir. Bien sûr, à côté de ça, on a une désorientation temporospatiale et des troubles somatiques qui sont au premier plan, surtout la déshydratation, l'altération de l'état général et la fièvre. Donc, d'ailleurs, devant toute fièvre, il faut toujours pour voir l'état d'hydratation et penser à l'état cognitif, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une obnubilation ou est-ce qu'il y a le patient est rentré dans un état de confusion mentale. Donc, ce syndrome est souvent réversible. On dit que c'est réversible. Pourquoi? Dès qu'on trouve l'étiologie, on la traite, tout le tableau psychiatrique rentre dans l'ordre. C'est pour ça, ici, vraiment, c'est la rapidité du réanimateur, la rapidité du diagnostic. Il faut savoir diagnostiquer une confusion mentale pour pouvoir la prendre en charge correctement. Donc, actuellement, on demande systématiquement un bilan biologique standard fait de glycémie, d'ionogramme sanguin, la ponction lombaire, gaz de sang, le dépistage des drogues, surtout chez les jeunes. Actuellement, en Algérie, pensez, la première, si vous avez un jeune de 18 ans, 20 ans, c'est-à-dire la jeunesse, pensez vraiment au dosage du toxique qui est vraiment… on voit de plus en plus de jeunes sous l'effet de drogue, soit c'est une intoxication, soit lors du sévrage, qui présentent des états de confusion mentale. Donc, par contre, chez le sujet âgé, c'est autre chose. C'est surtout des retentions d'urine, c'est des fécalums et tout ça. Donc, vous déjà, le bilan, vous serez orienté.
un jeune, vous allez penser à une certaine pathologie et chez le jeune, vous allez penser à autre chose. C'est pour ça que l'interrogatoire minutieux est important auprès des référents fiables. Bien sûr, il faut actuellement, on demande systématiquement une TDN cérébrale. Vous avez fait la confusion, là, juste un rappel, parce que c'est tellement important. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire le module de psychiatrie sans maîtriser la confusion mentale. Donc, les étiologies sont infectieuses, toxiques, les intoxications médicamenteuses. Placer le patient dans un milieu éclairé, protégé. Il faut toujours réhydrater au premier plan. Il faut faire la correction des troubles hydroélectrolytiques et bien sûr un traitement symptomatique s'il y a une anxiété, s'il y a une symptomatologie, un délire onirique, on donne de l'aldol, de neuroleptique, bien sûr en attendant les résultats de trouver l'étiologie qui est à l'origine de cette confusion mentale. D'accord? La deuxième, c'est-à-dire les troubles mentaux qui viennent révéler les troubles métaboliques. Donc, on va voir, ils sont variés, ils sont tellement variés, mais il y a toujours la confusion mentale qui revient, c'est-à-dire le délire onirique qui est toujours là. Mais il faut savoir le connaître, ce délire onirique, et le maîtriser parce qu'il est différent des autres délires. Voilà, on a en premier les encéphalopathies hyperazotimiques, donc liées à une insuffisance rénale, instabilité psychomotrice, les états confusionnels et des secousses musculaires. La deuxième trouble métabolique qui peut être révélé par une affection psychiatrique, on a les encéphalopathies hépatiques. Donc, on va voir une hyperventilation, une confusion, et le patient, il est tout le temps somnolent, qui peut sombrer dans un coma calme. Donc, les encéphalopathies hypoglycémiques, donc sont vraiment caractérisées par des nausées, des sueurs, beaucoup d'anxiété, et puis l'état confusionnel va vraiment tellement avancer rapidement, on peut avoir vraiment des convulsions à la limite avec des agitations, je dirais même des fureurs, où on ne peut pas maîtriser le patient facilement. Donc, devant une agitation extrême, la fureur du patient, pensez aux encéphalopathies. D'accord? On a aussi d'autres étiologies, la porphyrie aiguë intermittente, la maladie de Wilson, que je ne vais pas donc retenez surtout les encéphalopathies hépatiques et c'est-à-dire les différentes psychiatriques qui révèlent les maladies infectieuses. D'ailleurs, on dit, c'est-à-dire il ne faut pas passer à côté. Et je dis toujours, j'enseigne toujours à mes résidents que je leur dis, devant toute hallucination, pensez, surtout hallucination visuelle, pensez à l'organicité. Et il ne faut pas sombrer dans l'excès, c'est-à-dire aller traiter par des neuroleptiques et passer de l'organicité. Qui dit hallucination visuelle surtout, pensez à l'organicité, il faut faire un bilan minimal. Donc, on a les encéphalites herpétiques, donc dues au virus herpétique à l'origine de nécrose inflammatoire des lobes frontaux et temporaux qui se manifestent par une épilepsie partielle, des hallucinations olfactives et gustatives et des troubles du comportement. Donc, le patient vient rien que pour des hallucinations olfactives, الماكلة تجيني كي شغل amer dans la bouche, نشم ريحة تاع les égouts. Il ramène vraiment le tableau, il est constitué d'hallucinations. Donc, s'il vient consulter chez moi, je vais donner des
et ça donne pas, ça rentre pas dans l'ordre. Si vous c'est un psychiatre actif, des hallucinations, pensez à une organicité associée. S'il n'y a pas de réponse en psychiatrie, au bout de 2 mois de traitement bien conduit à dose efficace et tout ça, il faut chercher autre chose. Il y a une erreur diagnostique, soit il y a une organicité associée, soit il y a une trouble de la personnalité associée. D'accord? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, professeur, on vous suit, mais le son se coupe de temps en temps. C'est un problème de connexion, je crois. Je n'ai pas une bonne connexion. La deuxième maladie infectieuse qui peut être révélée par des troubles psychiatriques, on a les encéphalites rabiques. Donc, une fois la rage déclarée, l'évolution elle est toujours fatale. Le tableau comporte une agitation psychomotrice avec l'hydrophobie. L'hydrophobie, c'est la peur de l'eau. Le malade vraiment, il développe une phobie de l'eau avec évitement au premier plan. Donc, pensez ici aux encéphalites rabiques, surtout s'il y a la notion de rage antérieure. La neurosyphilis, donc paralysie générale, donc elle apparaît 10 à 15 ans après la primo-infection. Elle atteint les lobes frontaux entraînement, donc par entraînement plutôt. Donc, entraînant plutôt des troubles du jugement, l'incurie, parfois délire de grandeur, des inhibitions sexuelles et généralement, la majorité des tableaux, il évolue vers une démence. Moi, personnellement, la majorité des neurosyphilis que j'ai vues dans la consultation, ils viennent dans un tableau démentiel. Une démence vraiment qui commence progressivement avec une altération de la mémoire antéro et rétrograde. Et surtout le patient, il est dans l'indifférence totale par rapport à quelqu'un qui est confus. D'accord? Bien sûr, il y a des autres infections qui peuvent être révélées par des troubles psychiatriques, entre autres les méningites, la fièvre typhoïde, le paludisme, qui sont souvent, le tableau qui vient les révéler, c'est la confusion avec onérisme et troubles de la conscience. Donc, les tumeurs cérébrales, donc les troubles mentaux des tumeurs cérébrales, c'est très fréquent. J'ai travaillé dans un service d'oncologie pendant 4 ans où je voyais les malades dépressives et vraiment la majorité des malades qui ont des tumeurs cérébrales, soit ils développent des troubles psychiatriques à l'annonce de la maladie cancéreuse, c'est surtout les troubles dépressifs et des fois c'est tout à fait le contraire. C'est l'affection psychiatrique vient révéler un cancer. Donc, et des fois, les deux pathologies ils sont intriquées. Je vous cite le cas, tu as le cancer, par exemple, avec la dépression. Dans le cancer, la majorité des cancéreux, ils ont une diminution de l'appétit, mais donc ils ont une diminution de l'appétit, des troubles du sommeil, un amaigrissement et tout ça par rapport à la tumeur. C'est le même tableau qu'on peut trouver dans la dépression. Donc, vous voyez que les deux pathologies, vraiment, il y a les signes cliniques qui sont communs à la dépression et à la tumeur cérébrale. D'où l'intérêt de faire le dépistage de ces dépressions chez les cancéreux par des moyens très, très simples à faire passer des échelles d'évaluation. Entre autres, le BEC, le HAD. Actuellement, il y a des échelles. Mais ce qui manque chez nous, il manque un petit peu les formations pour les psychologues pour faire passer ces tests. Il faut vraiment passer maintenant à une vitesse supérieure, c'est-à-dire la formation des psychologues et la formation des médecins oncologues à la réalisation de ces dépistages des troubles mentaux, entre autres les troubles de l'humeur. D'accord? Donc, on a le retentissement psychique d'une néoformation intracrânienne dépend de plusieurs facteurs. Déjà, la première chose, c'est le siège de la tumeur. Vous savez qu'une tumeur du sein, ce n'est pas la même chose qu'une tumeur du pancréas.
Donc, la voracité, vraiment le pronostic, il est plus sévère pour les tumeurs du pancréas par rapport aux tumeurs du sein. Le retentissement anatomique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des métastases ou non? Est-ce qu'il y a une extension du cancer ailleurs? Et bien sûr, du l'œdème cérébral et la compression à distance. Parce que actuellement, c'est-à-dire quand il y a des retentissements, par exemple, un cancer du poumon, il y a un retentissement des tumeurs, c'est-à-dire des métastases cérébrales. Forcément, s'il touche les lobes frontaux et les lobes temporaux, probablement va entraîner des troubles du comportement. C'est-à-dire, le cancer, il évolue à bas bruit. C'est-à-dire, il n'y a aucun symptôme. On voit que l'agressivité, on voit que les troubles du comportement. Et bien, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire, ces troubles du comportement, c'est dû, bien sûr, à ces métastases cérébrales qui compressent la région corticale ou frontale. Donc, la compression du lobe frontal va entraîner des troubles d'ordre psychiatrique. La clinique, donc, les signes révélateurs, on a surtout la confusion mentale toujours, les états dysthymiques, surtout la dépression. Des fois, on peut trouver aussi des tableaux d'excitation maniaque. Tout épisode dysthymique, quand je dis dysthymique, c'est-à-dire soit maniaque, soit hypomaniaque, soit dépressif, inexpliqué. Et tous symptômes de la série confusionnelle doivent nous faire systématiquement penser à une HIC, une hypertension intracrânienne, et surtout s'il y a association de deux symptômes, les céphalées et les vomissements. Pensez à l'hypertension intracrânienne, il faut faire systématiquement un fond d'œil, un radio du crâne et une TDM cérébrale. C'est vraiment, il ne faut pas passer à côté. Quand il y a des troubles de l'humeur chez un patient qui n'ont pas d'explication, il n'y a pas de facteur déclenchant, il n'y a pas d'hérédité psychopathologique dans la famille, c'est un tableau atypique, c'est un tableau qui ne répond pas au traitement, pensez à l'organicité, entre autres, une tumeur cérébrale. Donc, on passe maintenant aux troubles mentaux de l'épilepsie. Donc, la majorité la majorité des tableaux d'épilepsie, que ce soit temporal, que ce soit une épilepsie, c'est-à-dire crépusculaire, tout dépend du siège et de l'âge du début. Est-ce que c'est un enfant ou un adulte? Ça commence surtout chez l'adulte par des états confusionnels. Donc, il faut y penser. Les états crépusculaires avec troubles de l'attention surtout, de la pensée, une perplexité anxieuse et un sentiment d'étrangeté. Donc, les automatismes psychomoteurs, on a surtout une suspension plus ou moins complète de l'activité psychique. Donc, sur le plan psychique, il y a vraiment un petit ralentissement, il y a un automatisme, il y a la psychique qui vraiment, on a l'impression qu'il y a un automatisme. Et le dernier symptôme vraiment qui vient souvent révéler l'épilepsie, c'est l'état de rêve, rapporté par la majorité des patients. Donc, l'accès est inauguré par des sentiments de peur ou d'étrangeté, une sensation olfactive et gustative désagréable, souvent associée à la crise et vécue comme un rêve. Et le patient, la différence avec les autres pathologies psychiatriques, c'est que le patient, il est conscient du caractère pathologique. Il sait que c'est anormal, il sait que ça ne va pas, il sait que c'est une crise vraiment sous forme de rêve. C'est ce qu'on appelle vraiment le patient critique par rapport au psychotique. Et c'est ce qui va nous orienter à demander un EEG ou bien chercher la notion de perte de connaissance ou des épilepsies, ou même des fois, moi je demande même des absences. Surtout quand il y a un retard scolaire ou un échec scolaire. Quelqu'un qui était brillant, un enfant qui est brillant, tout d'un coup, il fait des échecs scolaires. Il faut poser la question, est-ce qu'il fait des absences? Est-ce qu'il fait des crises avec des pertes d'urine, avec des pertes de connaissance et tout ça? Donc, il faut savoir mener l'entretien.
Je passe maintenant à une partie que j'estime très importante parce qu'elle est tellement fréquente dans notre pays, c'est les troubles mentaux des traumatismes crânio-cérébraux. La majorité des traumatismes crâniens passent inaperçus parce que les parents ne font pas attention, ils disent qu'il n'y a rien, il n'y a pas eu de dégâts, donc ils ne consultent pas. Et ils ne se rappellent même pas de la notion de traumatisme. Il faut vraiment qu'au psychiatre ou bien au médecin de poser la question. Mais monsieur, est-ce qu'il y a eu une notion de traumatisme crânien il y a 6 mois, il y a une année? Ah oui, il est tombé de deuxième étage, il est tombé sur des escaliers. Donc, il rapporte le traumatisme après l'apparition des troubles psychiatriques. Donc, c'est tellement fréquent et ça passe, on passe à côté. Nous, les psychiatres, déjà, auparavant, on passait à côté. Surtout devant un certain, c'est ce qu'on appelle en psychiatrie le syndrome subjectif des traumatisés du crâne. Je vais détailler tout à l'heure. Donc, devant tout traumatisme crânien, donc, il y a des atteintes. Il y a des atteintes qui sont vraiment visibles. Par exemple, un œdème cérébral diffus, on peut le voir, un hématome intracrânien, les lésions hémorragiques diffuses. Donc, tout ça peut engendrer des troubles cognitifs aussi et des comportements, des troubles du comportement, et qui peuvent même aller jusqu'au décès. Mais sur le plan psychiatrique et psychologique, le retentissement peut être soit immédiat, soit différé. Sur le plan psychiatrique, donc les troubles psychiques, on peut, devant un traumatisme crânien, on peut carrément avoir absolument rien du tout, pas du tout de troubles. On peut avoir un de troubles psychiques, c'est-à-dire juste une petite anxiété, juste un petit changement de tempérament. Ou bien on peut avoir vraiment des troubles psychiques qui sont vraiment, ils sont flagrants, surtout les troubles de l'humeur, surtout l'excitation maniaque. Et on peut avoir carrément jusqu'à la folie. On a vu des psychoses, des schizophrénies apparaître après un traumatisme crânien. Ou bien, carrément, c'est la psychose qui vient révéler le traumatisme crânien, vice-versa. Ou bien passionnément, c'est-à-dire la relation entre les deux, elle est très intriguée. Mais jusqu'à ce jour, il y a beaucoup d'études par rapport le lien de causalité entre les deux. Est-ce que c'est les troubles psychiques qui viennent révéler le traumatisme crânien, c'est-à-dire les chiffres, il y a beaucoup de controverses sur la littérature actuelle. Donc, les troubles psychopathologiques du traumatisme crânien, donc après un traumatisme crânien, on peut avoir des troubles immédiats, c'est-à-dire des troubles immédiats, c'est-à-dire une perte de connaissance, des fois un état de choc décrit, des troubles du comportement. Des fois, on peut avoir des confusions aiguës. Parfois, on peut avoir des névroses post-traumatiques. C'est ce qu'on appelle actuellement les étapes de stress post-traumatique. Soit dans l'aigu, tellement, surtout lors des accidents de voiture, quand on est confronté à la mort. Quand le patient est confronté à la mort, il va développer soit un état de stress aigu, soit un état de stress chronique. C'est ce qu'on appelle le PTSD. On peut avoir aussi des épilepsies post-traumatiques. Il faut toujours penser chez quelqu'un qui n'a jamais eu d'antécédent d'épilepsie, après le traumatisme, il y a des crises comme ça, il faut demander un EEG pour voir le lien de causalité. C'est lié à ce traumatisme. C'est pour ça qu'il faut toujours poser la question à votre patient, quel est le point d'impact? Est-ce que c'est temporal? Est-ce que c'est frontal? Est-ce que c'est vraiment, il faut chercher le point d'impact. D'accord? Oui. Donc, je vais... Oui? Oui? Vous m'écoutez? Oui. Eh bien, très bien. Donc, je ne vais pas citer tous les troubles, mais je vais citer les plus retrouvés dans la littérature et dans la pratique quotidienne. On a le premier, c'est toujours la confusion post-traumatique. Donc, qui dit confusion, je répète encore une fois, chercher l'altération de la conscience qui peut aller de l'obnubilation jusqu'au coma, la désorientation temporospatiale,
le délire onirique et les symptômes somatiques, entre autres la fièvre, la déshydratation. On a l'épilepsie post-traumatique, les hématomes tardives, donc il faut toujours demander une TDM cérébrale. Donc l'hématome, donc vraiment vient généralement après plusieurs mois, des fois des années. Donc, on va voir une apparition brutale de céphalées rebelles aux antalgiques. Malgré la prise de Voltaren, malgré la prise d'antalgiques, il y a toujours ces céphalées. Une sensation vertigineuse, troubles psychiques isolés. Donc là, il faut chercher le traumatisme crânien et demander un EEG et une TDM. Donc, j'avais une patiente qu'on a hospitalisée l'an dernier, et puis elle a présenté vraiment des céphalées rebelles. Au début, j'ai pensé à un syndrome de sévrage au tabac à chiquet, mais finalement, quand j'ai reçu la famille, ils m'ont dit qu'il y a une notion de traumatisme crânien. Et à l'EEG, on a trouvé vraiment une intrication, il y avait un hématome très, très important chez elle. Donc, il faut toujours... on oublie de poser la question, est-ce qu'il y a une notion de traumatisme crânien ou non? Et le dernier syndrome que vous devez retenir, parce que c'est le syndrome post-promotionnel, c'est ce qu'on a traumatisé. Il complique 50 à 70% traumatisés. C'est un syndrome qui n'est pas connu des psychiatres, qui n'est pas connu aussi des généralistes. Donc, mais sur le terrain, il est tellement fréquent et nos patients, ils passent à côté. Ils consultent chez l'ORL, mais ils cachent le fond. Ils consultent chez l'ophtalmo, mais ils cachent le fond. Ils consultent chez le généraliste, mais ils cachent le fond. Et parce qu'il est mal diagnostiqué. Il s'agit d'un syndrome subjectif du traumatisé du crâne où la prise en charge, elle est surtout psychologique avec des thérapies cognitivo-comportementales et d'autres thérapies comme l'hypnose. Donc, sachez qu'il faut le rechercher. Donc, je tiens à ce syndrome que je vais détailler donc, dans sa clinique et surtout dans ses complications. Le tableau clinique, donc, il est polymorphe. On peut avoir des céphalées. Donc, le malade, s'il se plaint de céphalée, il va voir un généraliste. Il va être mis sous un antalgique. Il n'y a aucune réponse, elle est rebelle. Une sensation vertigineuse. C'est des vertiges vraiment terribles qui vont lui faire consulter chez l'ORL. Et l'ORL, il va passer à côté de ce syndrome subjectif du traumatisé du crâne. Il va avoir des troubles sensoriels auditifs. Il va consulter aussi chez l'ORL. Troubles du sommeil, grande fatigabilité. Il va consulter chez l'interniste. Troubles de la mémoire, difficulté de l'attention et de la concentration. Parce que le tableau, il est polymorphe, il est varié. Il va consulter tous les spécialistes. On va même croire que peut-être c'est un hypochondriaque. Alors que ce n'est pas un hypochondriaque, ce n'est pas quelqu'un qui a peur de la maladie, ce n'est pas quelqu'un qui multiplie les consultations. Il y a une réelle souffrance chez ce patient. Bien sûr, il peut consulter un psychiatre pour des troubles de l'humeur, mais on passe à côté. On va traiter comme trouble de l'humeur, mais sans poser un réel diagnostic. Donc, le psychiatre va traiter avec un thymorégulateur, mais le thymorégulateur ne va pas donner de résultats. Donc, ici, il faut demander des examens complémentaires systématiquement. On va demander un EEG, un examen ophtalmologique, un examen ORL et vraiment, on va éliminer une organicité et s'il n'y a rien, on va impliquer ce syndrome au traumatisme crânien. Et dans ce cas-là, il faut orienter votre patient vers les thérapies cognitivo-comportementales ou d'autres thérapies actuelles. D'accord? Les complications du syndrome subjectif post-promotionnel, on a surtout les états de stress post-traumatique. Donc, qui apparaissent sous la forme d'une action anxieuse aiguë, asthénie globale, troubles de la mémoire, des thèmes dépressifs et plaintes névrotiques. Ici, ce que je propose à mes patients, c'est carrément la technique du sandwich. C'est-à-dire, j'ouvre mon sandwich, je l'emmène vers la situation traumatisante, ce qu'il a marqué, et je travaille avec lui le traumatisme. Mais à condition, il faut refermer votre sandwich, c'est-à-dire
le ramener à l'état réel à la fin de la séance. Donc, c'est une technique qui donne de très, très bons résultats et le patient lui-même, il apporte une amélioration de son état par rapport aux différentes consultations et aux différentes prises médicamenteuses. Il n'y a pas que les médicaments en psychiatrie. Actuellement, les psychothérapies prennent le dessus sur la thérapie. D'accord? Les états psychotiques post-traumatiques, on a donc carrément, c'est une psychose qui vient s'installer suite à ce syndrome. C'est pour ça qu'il faut le reconnaître avant que l'état psychotique s'installe et prendre le patient carrément pour un schizophrène ou pour un trouble délirant. D'accord? Et en dernier, on a les états déficitaires post-traumatiques. Donc, il a une fatigabilité excessive, difficulté d'idéation. Il n'a plus d'idées dans sa tête. Ça va s'y faire. Les idées vraiment insistantes, ils s'affaiblissent peu à peu. C'est ça, et on peut aller à la langue, on peut trouver carrément un état démentiel post-traumatique type atrophique. Donc, la démence, quand elle est là, donc c'est secondaire à ce syndrome subjectif du traumatisme, c'est une complication. Donc, d'où l'intérêt de le reconnaître cliniquement et de le dépister. Retenez cette slide, s'il vous plaît. Esma. Esma. Voilà. J'ai sur cette slide. D'accord? Le syndrome subjectif du traumatisé du crâne. Très bien. Je passe maintenant aux d'autres troubles mentaux qui peuvent révéler les endocrinopathies, c'est-à-dire, quand je dis l'endocrinopathie, les plus fréquentes, c'est la glande thyroïde. Donc, j'ai classé par organe. Donc, je commence par la thyroïde, qui est plus fréquente. En psychiatrie, on ne voit que ça. Donc, surtout les troubles de l'humeur et l'irritabilité quand elle est là, il faut penser à faire un bilan minimal TSH ultrasensible T3 et T4. La maladie de BSD, donc goitre diffus, tachycardie, trouble du rythme cardiaque, amaigrissement, tremblement et faiblesse musculaire. Ça, c'est sur le plan organique. Sur le plan psychiatrique, on va voir carrément un état confusionnel avec agitation extrême ou bien carrément des troubles de l'humeur, surtout dépressives, ou à la langue aussi, on peut avoir une psychose basoïdienne. C'est tellement fréquent. Donc, il faut penser, faire le lien. C'est-à-dire, quand le patient vient, par exemple, pour une symptomatologie dépressive, je vais carrément lui dire, est-ce que votre cœur ne bat pas trop? Est-ce que vous avez un rythme cardiaque normal? Est-ce que vous n'avez pas maigri ces derniers mois? C'est-à-dire, vous allez chercher les autres symptômes qui peuvent vous orienter vers à demander un bilan. Et on a aussi les troubles mentaux des myxodèmes. Donc, on a une infiltration des téguments et des hébitudes, l'indifférence, les états confusionnels et surtout les troubles de l'humeur, surtout la dépression. D'accord? La dépression, il faut vraiment, il ne faut pas passer à côté, c'est-à-dire des étiologies organiques de la dépression. On a la glande hypophyse, la glande surrénale, le pancréas endocrine et les glandes sexuelles. Donc, l'hypophyse, c'est surtout le diabète insipide qui se caractérise par une polydipsie, une apathie, une irritabilité, une désorientation temporospatiale et une incohérence des propos. Donc, le patient, il dit que pour une apathie, le caractère tarot, il est très apathique. Irritable, désorienté, des propos incohérents, il n'y a pas de logique, il y a même une altération du jugement. Et vous allez poser la question, est-ce qu'il y a des antécédents de diabète dans votre famille? Est-ce qu'il y a ces derniers temps, vous buvez beaucoup d'eau? Donc ça va vous orienter vers une étiologie de l'hypophyse. La glande surrénale, on a le syndrome de Cushing, donc qui se caractérise surtout par un état dépressif, une humeur labile, une instabilité ou carrément une excitabilité. L'insuffisance surrénalienne aussi, on a surtout l'apathie, la nervosité, l'irritabilité et l'insomnie. Donc retenez ça, c'est très important.
Le pancréas endocrine, on a le diabète sucré, comportement agressif ou apathique. L'hypoglycémie peut revêtir n'importe quel tableau psychiatrique aigu ou chronique et les troubles psychiques varient au cours de la journée. C'est ça la caractéristique. Donc, c'est pour ça que la psychiatrie, la glycémie à jeun, ça fait partie du bilan vraiment minimal devant tout tableau psychiatrique d'apparition aiguë ou d'un tableau psychiatrique qui ne répond pas au traitement. Les glandes sexuelles, on a le syndrome prémenstruel avec nervosisme, irritabilité, manifestation hystériforme avec parfois bouffées de délire. Carrément, le DSM-5, actuellement, les menstruations, c'est pathologique et il fait partie des troubles psychiatriques quand il y a une exagération du tableau d'excitation et d'irritabilité. Ça peut donner carrément un tableau. Moi, j'ai vu un cas déjà. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en vois. C'était une femme que j'ai hospitalisée et c'était en prémenstruel. Elle faisait vraiment des épisodes maniaques. Chaque fois qu'avant ses règles, une semaine avant, elle fait vraiment un tableau d'excitation maniaque avec tous les critères, c'est-à-dire hypercommunicabilité, humeur expansive, irritable, vraiment des achats inconsidérés. Elle fait des achats, elle a acheté des costumes qu'elle ne porte même pas, elle a acheté des parfums qu'elle a offerts à toute l'entreprise. Vraiment, et quand on a fait l'interrogatoire, on a vu que c'était vraiment, c'était vraiment un cycle rapide. Chaque mois, elle faisait vraiment des excitations maniaques d'une semaine qui rentrent dans l'ordre sous traitement. C'était vraiment pas syndrome pathologique, ça peut donner des tableaux d'excitation maniaque. Maintenant, je passe aux troubles mentaux qui révèlent les encéphalopathies bactériennes et parasitaires. Donc, on a surtout la fièvre typhoïde. Donc, c'est surtout les tableaux de confusion mentale, avec ou sans agitation, les méningites et le paludisme. Les troubles mentaux du syphilis, de la syphilis cérébrale. On a la syphilis cérébrale, donc le tableau clinique évoque généralement une démence, avec torpeur, apathie, instabilité affective, perte de l'affectivité et parfois on peut trouver carrément un tableau confusionnel. Donc la coexistence de signes biologiques aide au diagnostic et en même temps. Donc on a aussi la paralysie générale, donc, qui est exceptionnel, mais on peut le retrouver. Le début, il y a surtout à son début, on voit un affaiblissement sur le plan intellectuel avec une baisse du rendement scolaire, du rendement professionnel. C'est quelqu'un qui était brillant pour la scolarité, type 18, 19. Tout d'un coup, il y a une chute vraiment libre des résultats. Avec une asthénie qui est vraiment flottante et elle est quotidienne, ou bien carrément on peut trouver le tableau contraire, une euphorie, une expansivité et des troubles du caractère. Donc, vers la fin, carrément, on peut trouver carrément un syndrome démentiel. Donc, pensez au syphilis cérébral, surtout dans certains contextes. Donc, en dernier, on va voir les troubles mentaux associés à une affection dégénérative du cerveau. Donc, les troubles mentaux de la sclérose en plaques. Donc, retenez ça. C'est-à-dire, on peut trouver tout, mais surtout quand il y a une euphorie paradoxale. C'est-à-dire, je lui raconte qu'aujourd'hui, il y a un accident de voiture avec 49 morts, il y a plusieurs blessés transférés à l'hôpital, et le patient en train de rigoler, un sentiment de bien-être par rapport à ce que je viens de raconter, c'est pas normal. Il n'y a pas la participation de l'affect, il n'y a pas la participation de l'émotion. Donc, dans certains cas aussi, on peut carrément avoir des tableaux psychotiques. Quand je dis des tableaux psychotiques, qui dit psychose, dit délire.
Et qui dit délire, c'est sortir du sillon de la réalité. Et quand je vous ai dit toujours que le délire, il faut qu'il y ait un thème, il faut qu'il y ait un mécanisme, il faut qu'il y ait une adhésion à ce délire, une systématisation ou non systématisation, et surtout la participation, la réaction du patient face à ce délire. Comment il réagit sur le plan clinique. Des fois, il y a des patients qui éprouvent du plaisir face à ce qu'ils vivent. D'autres, ils sont tellement anxieux qu'ils engendrent des passages à l'acte auto-hétéro-agréé. Donc, j'ai résumé pour vous, selon la Haute Autorité de Santé, un bilan minimal de première intention devant toute trouble mental qui vient révéler vos révélateurs d'affection organique. Il y a un bilan minimal qui est fait de FNS. Là, surtout, elle est demandée en cas d'association d'asthénie, ralentissement psychomoteur, troubles cognitifs et anémie. Par exemple, un ionogramme avec le dosage du calcium, donc il faut demander ça devant des symptomatologies neurovégétatives associées à de l'anxiété. Donc, à retenir par cœur ce tableau. D'accord, Esma? Oui, professeur. Esma? Ce tableau à retenir par cœur. D'accord. C'est un bilan minimal qu'il faut demander devant intrication de troubles psychiatriques qui peuvent révéler une véritable affection organique. D'accord? Je citerai par exemple le bêta-HCG chez toute femme en âge de procréer au titre par exemple d'un bilan préthérapeutique, mais aussi à titre par exemple quand on suspecte vraiment les grossesses légitimes, les trucs, c'est-à-dire on ignore l'histoire personnelle de la patiente. Il vaut mieux demander un ACG avant de se prononcer et faire autre chose. D'accord? En conclusion, donc, je dirais que et conserver un bagage clinique global minimal est essentiel. C'est-à-dire, je suis psychiatre, je ne suis pas censée savoir l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, l'hypoglycémie, le diabète, mais je suis médecin avant tout, avant de me spécialiser dans la psychiatrie, j'ai un petit bagage de généraliste que je dois conserver, bien sûr, et l'améliorer par la lecture, par la théorie. On n'est pas un bon médecin comme ça, c'est la théorie qui vient compléter la pratique. Et la pratique aussi complète. Donc, ça marche ensemble. Donc, le bagage théorique, vous, par exemple, vous faites vos modules maintenant. Qu'est-ce que vous avez, le prochain module? Vous allez faire quoi? Gynécologie. Voilà, donc vous allez faire le module gynécologie, vous allez faire la psychiatrie. Donc, c'est l'apprentissage théorique qui est très, très important. Et si vous arrivez à un bon externe, c'est celui qui fait tous ses cours. C'est celui qui sait comment raisonner, faire un raisonnement. Il ne sélectionne pas les cours. Vraiment, parce que le bagage théorique, c'est ce qui va faire de vous un bon médecin ou non. La théorie, elle est très, très importante. On ne peut pas devenir un bon praticien si on n'a pas un bagage théorique. Et la théorie, elle ne vient pas comme ça. Vous faites les cours, on vous fait des cours. Bien sûr, on les fait en Zoom, ce n'est pas comme le présentiel. Le présentiel, il a ses avantages. Moi, par exemple, en présentiel, je fais des schémas, il y a l'interaction, il y a le non-verbal. Donc, il y a l'interaction entre vous et moi. Donc, le message passe mieux. Mais on fait avec les moyens du bord. Cela veut dire que l'apprentissage ne vient pas comme ça. L'apprentissage, c'est la répétition. Vous allez faire, par exemple, aujourd'hui, vous avez fait ce cours. Vous allez faire la première lecture, ça ne suffit pas. C'est la répétition de l'apprentissage, c'est la répétition des lectures qui font augmenter l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire les lectures et répéter surtout vos cours
et surtout, être à jour. C'est un module de 15 jours. Donc, essayez de profiter. Le week-end, vous n'avez pas le week-end. Oui. Du moment où vous avez fait cours aujourd'hui. Oui. Ben, je vous dis bon courage. Docteur, Merci, professeur. docteur, Oui. s'il vous plaît, quelqu'un qui vous demande à propos des pathogènes. Oui. Ça concerne l'hypothyroïdie ou bien l'hyperthyroïdie? Les deux. Ah, oui. Les deux. La pathologie, c'est-à-dire l'hypothyroïdie, généralement, c'est un tableau dépressif. Le patient vient dans un état de ralentissement psychomoteur, apathie, vraiment une humeur triste. C'est vraiment une dépression qui est vraiment masquée. Donc, qui vient vraiment des douleurs, des céphalées, des douleurs abdominales, une asthénie physique et psychique, troubles de l'attention et de la concentration. Et quand on fait un bon interrogatoire, on va voir un bon examen, on va trouver que le patient va présenter une hypothyroïdie. L'hyperthyroïdie, c'est généralement un tableau d'excitation maniaque. D'accord? Oui. D'accord, Professeur, merci. Merci, madame. professeur, Oui. j'ai pas bien Mais les deux suivi. tableaux, c'est-à-dire, moi je parle de généralité, mais on peut trouver les deux tableaux. Retenez une chose, c'est des tableaux psychiatriques atypiques. C'est l'atypicité qui oriente vers la pathologie organique. On peut trouver des troubles Retenez cette de phrase, c'est bipolaire. l'atypicité et la non-réponse au traitement. On peut trouver les troubles bipolaires aussi. Un trouble bipolaire. Bien sûr, oui, bien D'accord, sûr, c'est les dysthymiques, oui. d'accord, merci, madame. Voilà. C'est tellement long le cours, j'ai essayé de résumer et de vous donner l'essentiel. Vous n'êtes pas des résidents, vous n'êtes pas des psychiatres, donc j'ai essayé de le simplifier au maximum. Si vous retenez déjà ça, c'est déjà mieux. Et en dernier lieu, je vous dirais qu'il faut toujours une collaboration entre praticiens et, c'est-à-dire, moi, je suis le psychiatre, je peux l'orienter vers l'endocrinologue avec vraiment une facilité des courriers et tout ça. Et surtout, savoir soulager le patient. Il ne faut pas le garder comme otage. Voilà, c'est moi qui va le garder parce que c'est moi qui ai trouvé l'organicité. Non, on peut travailler en collaboration pour optimiser la prise en charge. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Professeur, s'il vous plaît, Oui. pour la sclérose en plaques, est-ce que vous la prenez en charge sur le plan psychiatrique? Oui, je traite si c'est un tableau de psychose. Je traite avec des neuroleptiques atypiques actuellement. Ça dépend des cas. Des fois, je traite avec des neuroleptiques atypiques, des fois, je traite avec de l'aldol, de classique. Ça dépend des moyens du patient, parce que c'est des malades qui n'ont pas la carte Chifa, donc je dois prendre en considération leur situation sociale. Je traite le tableau psychiatrique qui soit, par exemple, généralement la sclérose en plaques, le tableau le plus typique, c'est la dépression. Mais on peut trouver des tableaux psychotiques. Oui, J'ai eu un professeur. cas où vraiment c'est la dépression majeure, mélancolique, avec éléments psychotiques. Bien sûr qu'il faut traiter en même temps. Je traite et j'adresse le patient vers le neurologue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Professeur, Oui. j'ai pas bien saisi la technique de sandwich dans le syndrome subjectif post-traumatique. Ça, c'est une technique de TCC. Donc, c'est pour faire une restructuration cognitive, un travail du traumatisme. Ce n'est pas de votre niveau.
C'est une technique dans les TCC. Dans les TCC, vous savez qu'on fait d'abord une analyse fonctionnelle pour voir le dysfonctionnement, il est où. Donc, on donne aux patients de travailler avec nous. Donc, on leur donne un agenda et dans son agenda, on associe des tableaux d'enregistrement de la pensée. Donc, on va lui demander quelles sont les situations auxquelles sa pensée est négative, sa pensée est positive. Donc, il va mentionner toutes les pensées et à côté de ces pensées, quelle émotion il ressent. Si à la pensée, par exemple, il pense par exemple qu'il n'est pas, que les gens ne l'aiment pas parce que donc l'émotion qui accompagne ça, c'est la colère, c'est la haine. On va demander un enregistrement de la pensée. C'est ce qu'on appelle le tableau d'enregistrement des pensées. Donc, à travers ce tableau, il va le remplir chez lui, il va venir à la séance et on va travailler. Il est où le problème? Si c'est le traumatisme, on va lui demander de faire la méthode du sandwich. S'il y a d'autres problèmes, il y a la méthode de la tarte. Il y a plusieurs méthodes en thérapie. Ça dépend de ce que je veux enlever comme symptôme. C'est ce que je veux travailler. D'accord? C'est pas pour vous, c'est les TCC. Est-ce qu'il y a d'autres Merci, questions? docteur. Professeur, est-ce que la Oui. mise en route de l'antibiothérapie dans le syphilis neurologique va résoudre le démence? Est-ce que la mise Oui. en route d'une antibiothérapie dans le syphilis Oui. Est-ce que l'antibiothérapie en cours de syphilis va résoudre le trouble mental? Non, il faut traiter le trouble mental en parallèle. L'antibiothérapie seule, non. La maladie organique est là, il faut la traiter. Par contre, les troubles psychiatriques, ils vont disparaître si on traite la maladie causale. Ce n'est pas un traitement à vie. Professeur, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si c'est une confusion mentale. D'accord? Professeur, pour les Problème de infections, connexion. une fois la lésion Problème de connexion, je crois. Oui, vous m'entendez maintenant? Je vous entends pas. Vous m'entendez maintenant? Oui, la connexion est revenue. Oui, Amina Haddad, c'est ça? Oui. Je vous ai dit, est-ce que Oui, c'est Amina. toujours une fois les lésions sont installées, c'est toujours réversible, on peut toujours avoir la guérison? Ça dépend de la pathologie. Si c'est une confusion, si on traite l'étiologie, tout rentrera dans l'ordre. Mais si c'est un tableau, par exemple, de démence, ça y est. Surtout si c'est une tumeur cérébrale, ça dépend de la pathologie organique, du siège de la tumeur, parce que ça se passe au niveau cérébral. Et dans ce cas-là, on va traiter, c'est-à-dire le trouble psychiatrique comme étant un traitement symptomatique à vie ou bien... Symptomatique, voilà, bien sûr. Bien sûr. D'accord, professeur, merci. Voilà. Mais il faut toujours traiter les deux. D'accord? D'accord. Par exemple, je vous cite le cas, je sais pas. Je vous cite le cas, par exemple, d'une patiente qui vient pour un tableau psychiatrique, agitation et tout ça, et finalement, c'était un diabète. Sur le plan psychiatrique, elle ne va plus suivre chez moi, parce que dès que le diabète sera réglé, c'est bon. Il n'y aura plus de troubles du comportement, il n'y aura plus de troubles du caractère.
Professeur, justement, pour le diabète, c'est-à-dire quand il est équilibré, et on peut avoir cette symptomatologie. Pour l'agitation au cours de l'hypoglycémie, on a dit genre c'est clair, on l'a fait. Mais le diabète, quand il est équilibré, ou même quand il n'est pas équilibré, genre être diabétique c'est-à-dire conduire à des troubles psychiatriques. Ben oui, parce qu'il y a un changement du caractère. Là, c'est la personnalité qui va rentrer en jeu. C'est l'humeur, non? C'est l'humeur du C'est patient. l'humeur, voilà, c'est l'irritabilité, c'est l'anxiété, c'est les troubles d'ordre thymique, émotionnel. Sont liés à la symptomatologie, c'est-à-dire toujours polyurique. Voilà, voilà. C'est ce qu'on appelle réactionnel à la pathologie organique. Et quand c'est réactionnel, c'est pour ça actuellement, la psychologie, c'est important. Par exemple, dans les services de d'hôpitaux, il faut des psychologues formés dans la psychothérapie de ces patients diabétiques, dans la psychoéducation de ces patients. Et surtout, on apprend aux psychologues de faire la gestion du stress. C'est très, très important. Malheureusement, chez nous, moi j'ai vu des psychologues il y a 15 jours de ça, le niveau de nos psychologues, il est vraiment à désirer. Reste à désirer parce que c'est pas des psychologues à qui on donne une bonne formation. Donc, comment voulez-vous, sur le terrain, il y aura une amélioration. Ils n'ont même pas les notions de base sur le symptôme, sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress. Un psychologue, il y a des cours qui sont primordiaux pour avoir une base. Bien sûr, c'est la gestion du stress. Parce que c'est le stress qui engendre la majorité de la réémergence des affects. Entre autres, comment gérer son stress, il faut gérer d'abord, il faut voir l'origine de ce stress, il faut voir la réaction face à ce stress, l'émotion qui accompagne ce stress. Par exemple, si la patiente qui est stressée, sa réaction, c'est la colère. Il y a beaucoup de... Amina, par exemple, quand elle est stressée par rapport à un examen, elle devient coléreuse. Eh bien, on va lui demander comment gérer sa colère. Par exemple, on va lui demander de prendre un coussin et le taper 1000 fois. On va lui demander de partir dans une forêt loin et crier. Ça, c'est pour dégager cette colère. Manger. Donc, c'est un apprentissage. Manger, voilà. Danser, rigoler. Vous savez que 10 minutes de rire par jour, c'est équivalent à 30 minutes de relaxation. Donc, le rire, on demande, par exemple, les gens qui sont tout le temps stressés, de regarder des vidéos de flag, des vidéos qui font rire. Parce que le rire, il est vraiment, ça stimule les régions du cerveau pour la sécrétion des endorphines, c'est les hormones du bien-être, et la sécrétion de la sérotonine. Donc, riez, chose qu'on voit maintenant, personne ne rigole. Vous rigolez, Amina? Bien sûr, فوق الحد كاع. C'est bien, donc vous êtes en bonne santé mentale. C'est bien. Alhamdulillah. 10 minutes de rire par jour, c'est équivalent de 30 minutes de relaxation. Et c'est prouvé scientifiquement. D'autres méthodes de gestion de stress, donc là, on va rejoindre le node. Je vais vous faire. On ne vous entend pas, professeur. رايحة تتكلم. la connexion. Ah. أنا عندي إيبوماني ماشي جو ريغول.
خلاص نخرجوا